Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de la reine Amazaï Dia. Aussi connue sous le surnom de Al-Qaïna ou Al-Qaena, la prêtresse, chez les Arabes, est une reine guerrière berbère qui combat les Omeyyades, lors de la conquête musulmane du Maghreb au 7e siècle. Après plusieurs succès contre les envahisseurs musulmans, Dia meurt au combat, dans les Aurès, en 703. Selon Zineb Ali Ben Ali, historienne et professeure des universités algériennes, Dia aurait réussi, en son temps, à unifier la Berbérie. Tout en insistant sur ses qualités de chef militaire, elle indique que cette reine berbère figure, parmi les rares femmes au parcours politique aussi exceptionnel. De nombreuses romancières et essayistes féministes se sont approprié la figure de la Qaïna pour sa charge symbolique, la décrivant comme l'une des premières féministes de l'histoire. Les mouvements berbéristes la considèrent comme une icône de l'amazaïté. Elle est également une figure historique et identitaire des Chaouis ainsi que des Berbères en général. Étymologie. Son nom personnel est l'une de ses variations, Dia, Daya, Deia, Daya, Damia, Dia ou Tia. Il est difficile de distinguer ces variantes à cause de l'orthographe amazaï berbère. Les sources arabes la nomment Al-Qaïna, signifiant la prophétesse, la devineresse, surnom donné par ses adversaires musulmans, en raison de sa prétendue capacité à prévoir l'avenir. L'historien arabe Ibn Khaldoun, après avoir établi une généalogie de la reine, avance que son vrai nom est Dia. Pour la désigner, les écrivains de langue arabe du Moyen Âge utilisent le nom Dia, mais aussi le surnom Qaïna, à l'exemple d'Ibn Khaldoun. La plupart des écrits historiques ou littéraires qui la mentionnent la désignent par le surnom de Qaïna ou Qaïna. L'historien tunisien Mamed Hassine Fantar avance que le nom Qaïna serait d'origine punique, Qaïna égale Khan, Kohéné en punique, c'est-à-dire prêtresse. Contexte. Article principal, conquête musulmane du Maghreb. Dans un contexte général de guerre arabo-byzantine, la conquête de l'Afrique du Nord est décidée par le chef de la dynastie Omeyyade, Muawiyya Ier, premier calife Omeyyade, et continuée par son fils, le second calife Omeyyade, Yazid Ier. Oqba ibn Nafi est le général arabe désigné pour conquérir le Maghreb et y propager l'islam. Il gouverne l'Ifriqiya, actuelle Tunisie, de 666 à 675, puis de 681 à sa mort. Vers 670, il crée le poste militaire de Kérouan, dans le but d'en faire un point d'appui dans sa campagne de conquête du Maghreb. Cette conquête se heurte à la résistance des populations locales et des puissances installées, l'Empire byzantin, implanté essentiellement sur les côtes et en particulier à Carthage et Septome, et les Berbères. L'exarchat de Carthage est une province excentrée de l'Empire byzantin. Au début de la conquête musulmane du Maghreb, l'unité politique et administrative du Maghreb central, actuelle Algérie, est en grande partie réalisée par Koseïla. Ce chef berbère prend la tête de la résistance, de 680 à 688. Il s'oppose aux armées arabes, particulièrement au général Oqba ibn Nafi, qu'il prend en embuscade et exécute à Taouda en 683. D'après l'historien arabe Ibn Khaldoun, l'exécution d'Oqba ibn Nafi aurait été commanditée par Qaïna. À la suite de cette défaite, les Omeyyades sont expulsés de Kérouan, qui est prise par Koseïla. Il gouverne alors une grande partie du Maghreb. Mais cela dure peu, il meurt en 688, près de Tingad, lors de bataille de Mamès, face au renfort du calife dirigé par Zoheir ibn Kay. À Constantinople, à Constantin IV, 668 à 685, succède Justinien II, 685 à 695, puis 705 à 711. À Damas, les califes se succèdent, on passe de la branche soufianide à la branche marouanide, Muawiyya II, 683 à 684, Marwan Ier, 684 à 685, Abd al-Malik, 685 à 705. Le gouverneur de l'Ifriqiya est désormais Hassan ibn Numan, au moins de 692 à sa mort, vers 700. Biographie. Origine.
L'historien Ibn Khaldoun indique qu'elle naît dans la tribu berbère Zénète des Djerawa, au début du 7e siècle, qui habite les Aurès, et qu'elle serait la fille de Tabet, le chef de la tribu. Il lui attribue une généalogie remontant jusqu'à 7 générations en arrière. Elle aurait été fille de Tabet, fils de Nikan, fils de Baoura, fils de Mekesri, fils d'Afred, fils d'Ouzila, fils de Guérao. Cette famille aurait dirigé les Djorawa, tribu alors à la tête des Bautres, deux ethnonymes jusque-là jamais mis en relation avec la résistance berbère par les autres historiens arabes. Cependant, seul Ibn Khaldoun parle des Djerawa. Les textes présentent le plus souvent Dia comme une femme berbère régnant dans l'Aurès, sans lien tribal particulier. La Kaena avait d'abord été la reine de l'Aurès, avant de devenir la reine des Berbères de l'Ieferikia, nom que lui donnent les textes les plus anciens. Son origine eurasienne est corroborée par la localisation des grandes batailles de son règne. Quant au titre royal sans référence tribale qui lui est donné par ses sources, il correspond bien à la situation politique du massif. En effet, l'Aurès avait été la première région à se soulever contre le royaume vandale vers 484, et une principauté mort puissante s'est constituée, dirigée dans les années 530 à 540 par Ioda. Le pèlerin et voyageur At-Tijani, né entre 1272 et 1276, a néanmoins appris qu'elle appartenait à la tribu berbère des Laguatans. En effet, le mythe de la Kaena était tel, dès le Xe siècle, qu'il se prêtait à toutes les récupérations. Les habitants du Maghreb avaient tendance à retrouver les traces de la reine un peu partout. Al-Bakri rapporte une légende faisant de l'amphithéâtre d'El Jem, le château de la Kaena. Et At-Tijani rapporte la même tradition sur El Jem. Les historiens actuels admettent qu'elle était chrétienne, contrairement à une tradition qu'il a dit juive, tradition reprise entre autres par Ibn Khaldoun et, plus tard, par de nombreux historiens coloniaux. Les sources anciennes livrent plusieurs indices qui suggèrent la christianisation de la Kaina. Outre les développements d'Ibn Khaldoun sur les Djerawa et en général, les Berbères d'Ieferikia, tout chrétiens au moment de la conquête musulmane, c'est surtout un texte d'Al-Maliki qui retient l'attention. Elle avait avec elle une énorme idole de bois qu'elle adorait. On la portait devant elle sur un chameau. Monsieur Talbi a avancé avec vraisemblance l'hypothèse d'une icône chrétienne. Il peut s'agir aussi d'une statuette de la Vierge. Au regard du passé de l'Aurès, il est beaucoup plus logique de faire de la Kaina une chrétienne. Conflit. Kaina succède à Koseila comme chef de guerre des tribus berbères vers 688, contre les armées omeyyades. Nombre de sources arabes, dont plusieurs des plus anciennes, établissent un lien explicite entre Koseila et la Kaina. D'après l'historien Al-Waqidi, Kaina se serait soulevée contre les Omeyyades, par suite de l'indignation qu'elle ressentit de la mort de Koseila. En 698, le gouverneur et général omeyyade Hassan ibn Numan quitte l'Égypte, et prend Carthage, et d'autres villes, voire la conquête musulmane du Maghreb. À Kérouan, Hassan s'informe de savoir qui est le roi le plus puissant de l'Ieferikia. On lui dit qu'il s'agit de Kaina, une femme, qui régnait sur les Berbères et les Byzantins. Il est donc allé à sa rencontre. Kaina, ayant eu vent de ses intentions, marche sur la cité de Bagaï, croyant que Hassan pourrait l'utiliser comme une base, et la détruit. Hassan se dirige alors vers l'Oued Nini, selon d'autres auteurs, à l'Oued Meskiana, et s'arrête le long de la rivière pour procurer de l'eau à son armée. Kaina s'arrête le long de la même rivière avec son armée. Les armées berbères et arabes passent la nuit à s'observer. Dans la vallée déserte et asséchée, Dia dissimule son armée pendant la nuit, en partie dans la montagne, en partie derrière sa cavalerie et ses troupeaux de chameaux, pour prendre en embuscade les troupes d'Hassan. Le matin, lorsque les Arabes attaquent, ils sont accueillis par une pluie de flèches tirées entre les jambes des chameaux des Berbères. La cavalerie berbère qui se tient en embuscade surgit et massacre les forces arabes. Une fois les Arabes battus, les Berbères les poursuivent jusqu'à Gabé. Cette victoire, appelée bataille des chameaux, permet d'expulser les Omeyyades de l'Ieferikia. Ceux-ci se réfugient en Cyrénaïque pendant près de 4 ou 5 années.
Les historiens musulmans surnomment le lieu de la bataille, Nar al-Bayle, littéralement, la rivière des épreuves. Les Berbères font un grand nombre de prisonniers, Khaïna leur rend la liberté, à l'exception d'un neveu de Hassan, nommé Khalid ibn Yazid. Consciente que l'ennemi est trop puissant et va revenir, Khaïna aurait pratiqué la politique de la terre brûlée en vue de dissuader l'envahisseur de s'approprier les terres, s'aliénant par là une partie de son peuple. Cette politique a peu d'impact sur les montagnes et les tribus du désert, mais a pour effet de lui faire perdre le soutien crucial des sédentaires et des habitants des oasis. Au lieu de décourager les armées arabes, cette décision désespérée accélère la défaite de Khaïna. Pendant quelques années, elle gouverne un État berbère indépendant, des montagnes de l'Aurès aux oasis de Ghadamès, 695 à 700 ou 703. Les chroniqueurs arabes sont silencieux sur la manière dont Khaïna gouverne son territoire, mais il semble qu'à l'instar de Koseïla, elle ne mène aucune représaille contre les musulmans. 5 ans plus tard, Hassan ibn Numan revient à l'assaut avec des renforts du calife Abd al-Malik qui lui accorde plusieurs milliers de guerriers avec pour but de reconquérir l'Ifriqiya. Il commence par soumettre Gabé, le Nefzawa et Gafsa. Mort. Khaïna s'engage une dernière fois face aux Omeyyades à Tabarka, dans l'actuel nord de la Tunisie. Ibn Khaldoun décrit le combat comme particulièrement âpre, et indique que les musulmans ont bénéficié d'une intervention spéciale de Dieu. Finalement, son armée est vaincue par celle de l'émir Moussa ibn Nossaïr, elle parvient à s'échapper, mais est finalement tuée. Les récits littéraires varient, certaines sources indiquant qu'elle fut tuée dans l'Aurès près d'un lieu dès lors appelé Bir al-Khaïna, tandis que d'autres sources indiquent Tabarka. D'après les récits ultérieurs, la défaite de ses troupes aurait été en partie due à la trahison de Yazid, jeune captif arabe que Khaïna a épargné à la bataille de l'Oued Nini. Celui-ci aurait tenu une correspondance secrète avec Hassan ibn Numan pour le tenir au courant des mouvements des troupes berbères. Selon les sources, elle serait soit morte au combat, l'épée en main, soit par suicide, en avalant du poison, plutôt que d'être prise par l'ennemi. D'après Ibn Khaldoun, Khaïna est capturée et décapitée, et sa tête est envoyée au calife Abd al-Malik. Selon Amanra Saïd Medeladi, il s'agit d'une invention de commentateurs arabes. Cet événement se produit dans les années 690 ou 700, l'année 703 est souvent retenue. Après cette victoire, Hassan retourne à Kérouan. Il va de l'avant et prend Carthage, qui a été reprise par les Byzantins en 697 à la suite de la retraite arabe en Cyrénaïque. Après avoir réprimé la révolte berbère et chassé les Byzantins de la côte, il offre au reste des Berbères des termes de paix, et 12 000 d'entre eux sont recrutés dans l'armée arabe. D'après certains historiens musulmans, prévoyant la déroute de son armée, Khaïna aurait envoyé au préalable ses 2 fils à l'armée arabe pour les protéger, ceux-ci auraient été intégrés à un rang élevé dans l'armée arabe. Toutefois, l'historien Al-Waqidi indique qu'ils sont morts avec leur mère. Récits médiévaux. Khaïna est réputé user de pouvoir magique, Hassan accorda au fils aîné de la Khaïna le commandement en chef des Djorawa et le gouvernement du mont Eura. Il faut savoir que d'après les conseils de cette femme, conseils dictés par les connaissances surnaturelles que ses démons familiers lui avaient enseignées, ses 2 fils s'étaient rendus aux Arabes avant la dernière bataille. Selon Ibn Khaldoun, elle est âgée de 127 ans le jour de sa mort. Parmi les tribus berbères, Ibn Khaldoun distingue les Idéurawan, ou Djerawa, tribu qui habitaient les Aurès et à laquelle appartenait Khaïna. Les Nefouza, ou Nefzawa, berbères de l'Ifriqiya. Les Fandelawa, les Ahmédina, les Beloula, les Guiata et les Fazas, berbères du Maghreb al-Aqsa, nom arabe correspondant au Maroc. Parmi ces tribus originaires de l'actuelle Tunisie, des Aurès, de l'actuelle Algérie et de l'actuel Maroc, la tribu des Djerawa est une des plus puissantes de la confédération des Zénètes. Mais, selon Gabriel Kan, les 2 tribus berbères citées, Djerawa et Nefzawa, seraient de confession chrétienne avant l'arrivée de l'islam. Selon Al-Darizi, Dia commande la tribu des Djerawa pendant 65 ans, vit 127 ans et gouverne l'Ifriqiya pendant 5 ans. Selon d'autres, elle prend la direction de la résistance à 22 ans.
Divergences historiques. Le rôle joué par Dia constitue un enjeu considérable pour ses commentateurs. Les sources que nous avons sur Dia proviennent en grande partie des historiens musulmans. C'est donc pour certains d'entre eux sur des arrière-pensées et vues politiques que sont fondées leurs affirmations. Cela est d'autant plus difficile à vérifier que les sources diverses sont rares. Politique de la terre brûlée. L'historiographie a également mis l'accent sur la politique de la terre brûlée qui aurait été pratiquée par Caïna, d'après Ibn Khaldoun, Émile Félix Gauthier. Ibn El-Athir dans son livre Al-Bayan al-Mughrib, ce qui aurait motivé le mécontentement des cultivateurs de la côte. Cette version est contestée par certains historiens, comme Mohamed Talbi ou Yves Modérand, selon lesquels il se serait agi, pour les historiens musulmans, de discréditer la reine berbère, hostile à l'expansion musulmane. Des villes et des villages auraient certes effectivement été brûlés, mais cela s'expliquerait non par l'invasion musulmane, mais par le fait que le Maghreb, depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, était le théâtre d'affrontements entre byzantins et berbères, voire entre berbères nomades et sédentaires. Archéologie. Amphithéâtre d'El Jem. En Algérie, dans la région des Aurès, aucune étude sérieuse n'a été entreprise à ce jour. Mais depuis 2006, les autorités algériennes affirment entreprendre des recherches. En Tunisie, le seul endroit qui témoigne de l'existence de Caïna est l'amphithéâtre d'El Jem. La ville antique de Bagaï, dans la wilaya de Kanchela, où est supposé se trouver le château de Caïna. Selon la légende, elle vivait dans un palais. À plusieurs reprises, les archéologues ont pensé l'avoir trouvée, mais apparemment sans succès pour l'instant. Malgré son classement comme monument du patrimoine national, la ville de Bagaï, peu ou pas entretenue, est en péril, ce que déplorent les spécialistes algériens sur place. Postérité. Selon Le Monde, la chef guerrière est tour à tour célébrée en pionnière du féminisme ou en résistante nationaliste. Elle est citée par des auteurs arabes lesquels, après l'invasion de Bagaï, comme une femme possédant une poigne de fer, tout en étant une redoutable combattante. Dia est la seule femme connue de l'histoire à avoir combattu militairement les Omeyyades. Une statue a été construite en Algérie en mémoire de Caïna, à l'initiative de l'association Aurès El Caïna. Elle a été érigée dans le centre-ville de Bagaï, wilaya de Kanchela, et inaugurée en 2003 par Abdelaziz Bouteflika, lors de sa visite dans la wilaya. La statue, réalisée en acier cortant, est l'œuvre de l'artiste sculpteur Ali Bouteflika, qui s'est inspiré des anciennes pièces de monnaie à l'effigie de la reine. Incendie du 12 avril 2016. Dans la nuit du 12 avril 2016, la statue de Dia, à Kanchela, est victime d'un incendie criminel. Elle est brûlée à Bagaï par des personnes non identifiées la nuit du jeudi au vendredi 12 avril. Le mouvement autonomiste chaoui, MAC, dénonce l'incendie et déclare, dans ce pays chaoui qui se meurt où l'histoire et la langue ne tiennent plus qu'à un fil, une forfaiture est commise dans un lieu hautement symbolique de notre identité en portant atteinte au symbole de la résistance chaoui. L'acte est dénoncé et condamné par une grande frange de la société civile indignée. À la suite de cet événement, la statue est restaurée, quelques jours après, par de jeunes chaouis révoltés par cet acte. Certaines ont reproché aux autorités locales leur indifférence, et le fait qu'elles n'aient pas pris d'initiative, afin de chercher les coupables. Un rassemblement de protestation a eu lieu le 20 août 2016 contre la tentative de vandalisme de la statue de Dia. Des militants chaouis ont notamment mis en avant plusieurs revendications, en appelant les autorités locales à restaurer la statue grâce à des spécialistes, et en exigeant le changement de la plaque du monument, afin d'y ajouter la langue amazigh. Dans la culture. Littérature algérienne. Berthe Benichoua-Boulker est la première femme de lettres à la célébrer dans une pièce de théâtre, la Kahéna, reine berbère, en 1933. Dans la littérature algérienne contemporaine, Caïna est évoquée dans les œuvres de beaucoup d'écrivains, notamment Kateb Yassine. L'originalité de ce dernier est d'avoir fait de Caïna une païenne au sens non idolâtre ou polythéiste, mais dont le paganisme s'apparente à un matérialisme moderne. Dans La femme sauvage qu'il écrit entre 1954 et 1959,
Kateb Yassine présente Kaïna comme une adoratrice de la terre, seule divinité qu'elle reconnaisse. Cette passion pour la terre est synonyme de patriotisme. Kaïna prend alors l'image de la Vierge aux abois, nommée la Numidie, abandonnée mourante par Jugurtha, comme l'évoque Rachid dans son roman Nedma en se disant: et c'est moi, Rachid, nomade en résidence forcée, d'entrevoir l'irrésistible forme de la Vierge aux abois, Kaïna, mon sang et mon pays, à moi de voir grandir sous son premier nom arabe la Numidie que Jugurtha laissa pour morte. Mohamed Khaireddin. Khaireddin, selon Zemouri, évoque Kaïna dans ses textes comme une ancêtre emblématique. Dans Agadir, le héros reconnaît comme divinité la déesse sudique rutilante, qui semble désigner à la fois Kaïna et la terre du sud. L'histoire devient alors mythe. Mais alors que Pharès et Kateb exaltent et célèbrent en elle la femme qui symbolise la résistance aux envahisseurs arabo-musulmans, Khaireddin, lui, préfère voir en elle le symbole de la révolte. Si elle intervient dans son œuvre, c'est en tant que personnage incarnant l'opposition à l'ordre établi. Dans ce même roman, Kaïna proclame « Je suis Kaïna la berbère. Les Roumis m'appellent la reine serpent de Barbarie. Mais je suis communiste. » Littératures étrangères. Plusieurs femmes ont évoqué Kaïna, comme Gisèle Halimi dans son livre La Kaïna ou Baya Jurquet dans son livre Femmes algériennes, de la Kaïna au Code de la famille, où elle dénonce le Code de la famille adopté le 9 juin 1984, en Algérie. On compte aussi La Kaïna de Roger Haïke, un roman édité chez Ancre. Gisèle Halimi a déclaré: j'ai voulu clore ce cycle par la Kaïna. Dans son contexte historique, je l'ai fait vivre, aimer, guerroyer, mourir. Comme mon père, Édouard le Magnifique, l'aurait peut-être imaginé. La Kaïna était-elle son ancêtre? Peut-être. L'ai-je aimée en la faisant revivre? Oui. Passionnément. L'auteur Men Liwad Wellman a écrit un roman fantaisiste historique à son sujet, intitulé Kaïna. On doit à Isaure de Saint-Pierre le roman La Kaïna, Reine des Aurès, paru en novembre 2011 chez Albin Michel. Au cinéma. Dans la série télévisée Sydney Fox, L'Aventurière, épisode 64, les chasseurs de reliques récupèrent un artefact ayant appartenu à Kaïna. Elle est vue dans des scènes de flashback. L'épisode L'Héritage, de la saison 6 de Zine, La Guerrière, fournit une histoire romancée sur Kaïna, jouée par Alison Bruce, en Au Maghreb. Notes et références. Notes. Les récits arabes sont considérés comme extrêmement exagérés. Voir Talbi, 1971, et Modérant, 2005. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de la reine Amazigh Dia. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et traditions berbères. À la prochaine.